T'es-tu déjà lancé dans une histoire en te disant que t'allais capter ton audience, puis au final, ça a fait un gros flop? Genre, aucun engagement, silence radio. Ben, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Puis aujourd'hui, je te dévoile ces erreurs de storytelling qui peuvent transformer ton récit en barrière plutôt qu'en pont. Reste avec moi parce que ces 3 pièges-là peuvent faire toute la différence entre un récit marquant et un moment gênant. Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue dans cet épisode d'À ta couleur où on plonge dans les 3 plus grands pièges du storytelling où beaucoup d'entrepreneurs tombent sans même s'en rendre compte et surtout, comment les éviter. Puis pour être totalement honnête, je parle d'expérience. Oui, même moi, j'ai fait une de ces erreurs-là dans mes débuts, la 3e pour être précise. Alors, je te dirais de rester bien à l'écoute parce que si tu veux savoir laquelle de ces erreurs-là j'ai commises et comment j'ai appris surtout à m'en sortir, il va falloir que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Mais avant d'y arriver, je te propose le premier piège qui guette ceux qui veulent être authentiques, sans filtre, parfois un petit peu trop même. Ceux qui veulent tout dire ou même trop en dire, le piège numéro 1. On l'entend souvent pour un bon storytelling, l'authenticité c'est la clé. Puis c'est vrai, les gens veulent du vrai, du brut, du sincère en 2024, on pourrait même dire à l'aube de 2025. Mais comme je le dis souvent, il y a une fine ligne entre être authentique et en faire trop. Parce que l'authenticité, c'est pas de tout déballer sans filtre. Oui, bien sûr, ton audience veut te connaître, mais pas forcément tout savoir non plus sur toi. Donc, partage ce qui peut résonner, ce qui est vrai, mais pas au point que chaque épisode se transforme en confessionnal ou en journal intime. Pour mieux comprendre ce piège-là, je te donne un exemple assez commun sur les médias sociaux, en tout cas. Dans mon fil d'actualité à moi, j'en vois beaucoup passer. Premier exemple, c'est une entrepreneur qui partage en stories qu'elle a eu une mauvaise journée, est en pleurs, on la voit pleurer, mais sans donner plus de contexte qu'il faut. Donc, une entrepreneur qui laisse son audience dans le flou complet, sans expliquer vraiment les raisons de pourquoi elle est triste. On suppose qu'elle est triste, en fait. Pas de leçons, pas d'apprentissage partagé, bref, absolument rien. Ou, un autre exemple, de quelqu'un qui partage un moment difficile, mais qui, au contraire, va étaler tellement de détails qu'on va se perdre en route. Donc, une personne qui va, par exemple, raconter une mésaventure au travail, elle va expliquer le contexte, elle va décrire chaque obstacle, chaque frustration, détailler les réactions de toutes les personnes impliquées, elle va s'attarder sur chaque émotion qu'elle a ressentie, de la frustration au découragement, bref, l'histoire va se transformer en une suite interminable de péripéties, puis au final, l'audience ne sait plus trop où cette histoire-là va les mener. Donc, en storytelling, trop, c'est comme pas assez. Donc, donner trop de détails, ça peut faire perdre le fil conducteur puis rendre le message beaucoup moins percutant. Le risque ici, c'est de noyer l'essentiel de l'histoire dans une multitude de petites informations qui, au lieu de renforcer ton récit, va le diluer. Puis l'audience, elle, dans ce temps-là, elle décroche parce qu'elle n'arrive plus vraiment à saisir ce que tu veux partager. Donc, c'est typiquement ce genre de situation-là où l'authenticité est, selon moi, mal dosée. Partager ses émotions, oui, c'est humain. Puis ça peut créer un lien vraiment puissant. Je suis la première à le dire, hein? Le storytelling, c'est de faire passer des faits vers les émotions. Mais quand on le fait, c'est crucial de penser à l'impact aussi sur notre audience. Donc, si on choisit de partager un moment difficile, moi, mon conseil, c'est d'attendre que les choses se tassent. Souvent, je donne l'image d'une plaie versus une cicatrice.
Si c'est encore douloureux, si t'es en plein cœur de la plaie au niveau de tes émotions, là, que c'est pas encore cicatrisé, ben attends que ça le soit avant de le partager, avant de partager cette histoire-là, pour être en mesure vraiment de pouvoir en tirer des leçons, de faire un pas de recul, d'analyser ce défi-là, ce moment difficile-là, de chaos même, pour être en mesure de voir ce que ça t'a appris, la leçon partagée. Donc, c'est ça que ton audience veut entendre. Ça va te permettre, c'est ça, d'analyser cette situation-là, puis de pouvoir, à ton tour, inspirer puis intéresser ton audience plutôt que juste déballer un flot d'émotions sans fin. Le storytelling, c'est pas un journal intime public où on déverse nos pires journées sans filtre. Comme je te dis, c'est beaucoup plus bénéfique de partager ces moments-là quand on peut en tirer une morale, un enseignement, quelque chose qui a de la valeur. C'est vraiment comme ça que ton histoire, même dans les chapitres les plus sombres, peut devenir une source d'inspiration plutôt qu'une source de malaise. On veut à tout prix éviter que ton audience se dise « c'est trop pour moi », la fameuse phrase. Non, mais tu sais que ton audience décroche totalement parce que ouf là là, ça les fait sentir plus mal à l'aise que d'autres choses. Donc mon conseil, avant de partager tes émotions, déballer toute ta vulnérabilité, demande-toi, est-ce que je suis prêt à parler de ça de manière constructive? Est-ce que j'ai une perspective qui pourrait aider quelqu'un d'autre? Si tu es en plein cœur du chaos, là, en plein cœur de la tempête, c'est peut-être un petit peu plus sage d'attendre. Partager une histoire avec du recul, ça signifie pas que tu es une personne moins authentique, mais pour moi, ça signifie plutôt que tu es une personne réfléchie dans ta façon de connecter avec ton audience. Tu lui donnes non seulement un aperçu de ton humanité, mais aussi de l'espoir puis des outils pour affronter ses propres défis. Donc, pose-toi cette question-là, qu'est-ce que mon audience va retirer de mon histoire? Si la réponse est floue ou est auto-centrée sur toi, c'est peut-être le moment de revoir la dose. Donc, parle de tes hauts, de tes bas avec une intention claire, celle de connecter, d'inspirer, de donner de la valeur, de donner du sens. Puis justement, pour que tes histoires aient vraiment du sens, c'est essentiel de ne pas se contenter de raconter ton quotidien sans base solide, et c'est le piège numéro 2. Donc, de documenter son quotidien sans s'appuyer sur une base solide. Et ça, c'est le piège classique, celui que je combats. Donc, beaucoup de gens pensent que le storytelling, c'est juste de partager des anecdotes du quotidien, de raconter ce qui se passe derrière les coulisses de leur entreprise, le behind the scene. Mais attention, le storytelling, c'est pas juste ça. C'est tellement plus profond que ça, tellement plus puissant quand on base nos récits sur ce qui nous définit vraiment. Pour vraiment exceller en storytelling, ça prend un petit travail d'introspection. Rares sont ceux qui prennent le temps de le faire, mais c'est tellement un processus qui demande de plonger au cœur de ce qui nous définit, avec par exemple notre why, nos valeurs. Puis là, quand je dis nos valeurs, je ne veux pas juste dire une liste d'épicerie de valeurs. Je parle vraiment des valeurs ancrées dans des actions précises, des moments clés de notre parcours. C'est là que se trouve en fait le défi, c'est de relier ces valeurs-là à des actions concrètes. Donc, par exemple, si une de tes valeurs, c'est la résilience, bien, à quel moment précis de ta vie cette qualité s'est manifestée? C'est là que se retrouve le véritable défi, en fait, de relier ces valeurs à des actions concrètes. Donc, par exemple, si une de tes valeurs, c'est la résilience, bien, à quel moment précis de ta vie cette qualité-là s'est manifestée? Quelle histoire tu peux raconter qui illustre cette valeur-là en action? C'est vrai là, que c'est une réflexion qui demande du temps. Je le sais parce que j'accompagne des gens à découvrir leurs valeurs puis à les relier à des moments de vie précis. Donc, oui, ça demande du temps. Ça demande aussi de l'honnêteté envers soi-même. Puis souvent, ça va demander une dose de courage aussi pour affronter les vérités parfois difficiles de notre histoire. Créer ce que j'appelle un récit fondateur, c'est pas juste un exercice de rédaction, c'est une démarche pour apprendre à mieux se connaître, pour donner du sens à nos expériences passées et à ce qu'on fait aujourd'hui. Puis ce récit fondateur-là, comme j'aime l'appeler, il tisse les différentes pépites de notre vie. Et là, si tu es dans mon univers, si tu me suis depuis un certain moment, tu vas m'entendre souvent parler de pépites. J'ai même un service qui s'appelle Pépites d'or. Donc, toutes ces petites pépites de nos vies-là qu'on va utiliser pour former un récit cohérent qui ne va pas se contenter de juste raconter où on est présentement, mais qui va expliquer aussi pourquoi, puis surtout comment on en est arrivé là.
Puis je le sais que c'est pas le travail le plus facile, mais c'est tellement un travail des plus enrichissants. Non seulement d'aller à la découverte de ces pépites-là, ça nous permet de mieux se connaître en tant qu'entrepreneur, c'est non négligeable, mais ça transforme également notre manière de communiquer avec notre audience. Parce que quand on s'appuie sur un fondement solide sur lequel on va bâtir notre storytelling, ben ça rend nos histoires vraiment plus captivantes, mais aussi plus utiles puis plus inspirantes pour ceux qui nous écoutent. C'est comme ça que le storytelling devient un outil puissant, pas juste pour se connecter aux autres, mais aussi pour influencer et pour inspirer à travers le récit de notre propre vie. Puis ben là, j'en ai parlé, Pépites d'or, le service que je propose, en fait, j'accompagne les entrepreneurs dans l'extraction de toutes ces pépites-là. Donc, on passe à travers le why, les valeurs, le combat, les opposants, l'adjuvant, le bouleversement, les leçons apprises, les croyances, l'épiphanie, la transformation et bien d'autres. L'idée, c'est de relier toutes ces pépites-là autour de ce qui fait du sens pour soi et pour son audience. Quand on s'appuie sur notre parcours, nos convictions, puis qu'on est capable de partager notre vision du monde avec les autres, c'est là qu'on touche vraiment les gens. En gros, là, le storytelling, c'est de la cohérence, de la profondeur et surtout un partage de sens. Et ça, tu m'entends sûrement le dire souvent, ce fameux partage de sens-là. Puis même avec un récit qui est super bien structuré puis des valeurs vraiment bien ancrées, c'est super facile de tomber dans le piège de vouloir tout recentrer sur soi-même. Et là, boum, on se retrouve avec une histoire qui ressemble vraiment plus à un monologue qu'à une vraie connexion. Puis c'est d'ailleurs le troisième piège. Le storytelling, c'est pas à propos de soi-même. Et c'est le grand paradoxe du storytelling. C'est pas à propos de nous. C'est pas vraiment pour nous, c'est pour notre audience. Puis justement, ce point-là, je l'ai vraiment appris avec le temps. Tantôt, je te disais qu'il y avait un des pièges dans lequel j'étais tombée au départ, au début quand j'ai commencé avec le storytelling. J'utilisais de manière tout à fait naturelle, donc sans même m'en rendre compte. Je savais pas que c'est ça que je faisais, puis ni que ça portait un nom, le storytelling. Moi, je me racontais dans mon contenu, et là, on parle de, mon Dieu, il y a une quinzaine d'années, on parle dans les années 2010, 2011, 2012, quand j'ai... Ça fait un petit bout quand même, pas une quinzaine, mais une dizaine, douzaine d'années. Donc, je me racontais dans mon contenu, je partageais mes valeurs, je partageais déjà mon why, mon combat, dans l'intention, oui, de connecter avec mon audience, mais c'était très intuitif. Presque instinctif pour moi. J'avais vraiment pas conscience que ces éléments-là formaient en réalité un arc narratif hyper bien structuré qui est le mécanisme fondamental du storytelling que les experts du domaine aujourd'hui connaissent sur le bout des doigts. Bref, comme beaucoup de débutants, je me laissais vraiment porter par l'envie de partager, mais j'avais pas vraiment compris l'importance de cette erreur numéro 3-là. Il faut savoir être unique pour se démarquer, oui, mais aussi universel pour que les gens se reconnaissent en nous. Donc le but, c'est d'utiliser notre histoire comme un véhicule pour faire passer un message, puis pas juste pour vider notre sac, là. Donc c'est là toute la subtilité, donc d'utiliser son histoire personnelle comme un miroir dans lequel l'audience peut se reconnaître, puiser de l'inspiration, puis trouver un écho à ses propres défis. Puis cette histoire-là doit être racontée de manière justement à faire écho aux valeurs, aux aspirations, puis aux émotions, pas juste de toi, mais de ton audience, bien sûr. Donc, en gros, on parle de transformer une histoire personnelle en message universel. Puis là, j'ai envie de te donner un exemple personnel avec ma maison d'enfance qui a été détruite par un incendie. J'ai souvent raconté cette histoire-là sur les médias sociaux, mais je te la raconte si jamais tu ne la connais pas. Donc, quand moi, j'avais 8 ans, il faut savoir que j'ai grandi dans un petit village rural. Ça, je te l'ai déjà dit. Tu te rappelles sûrement pas du nom. C'est la Visitation d'Yamaska, un petit village rural d'à peine 360 âmes au centre du Québec. Et quand j'avais 8 ans, ça faisait 2-3 ans qu'on était arrivés là, donc on n'était pas natifs de ce village-là. OK? On était ce qu'on appelle des nouveaux arrivants. Et donc, à l'âge de 8 ans, à la mi-janvier, j'étais à l'école, bien évidemment, et là, je prends l'autobus pour revenir à la maison. Et quand je débarque de l'autobus, je vois mon père en pleurs, dévasté, parce que notre maison, elle est à terre, elle a été incendiée, elle a brûlé durant le jour, et là, je la vois, cette maison, à moitié détruite, quasi toute détruite. Et là, il fait fret, on est en plein mois de janvier, puis on n'a pas d'endroit où dormir, on s'entend, on est dans la rue, littéralement. Et là, ce qui
ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est ce qui va suivre. C'est que, faut savoir qu'à la visitation de Yamaska, encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était le cas aussi, l'école du village, la petite école, primaire du village, était ce qu'on pourrait dire abandonnée, dans le sens où il n'y avait pas d'école là, on n'était pas assez d'enfants pour qu'il y ait une école, un peu comme dans mon village actuel, Saint-Prosper de Champlain, on n'a pas assez d'enfants pour avoir une école primaire, donc les enfants vont à l'école du village voisin. C'était mon cas aussi quand j'étais petite. Alors donc, il y avait une école, c'est-à-dire une ancienne école qui était abandonnée, si on veut, où il n'y avait plus de cours qui se donnaient là. Et on nous a offert, en fait, la municipalité nous a offert de nous loger gratuitement dans cette bâtisse-là. Wow! Et là, je te rappelle qu'on est des nouveaux arrivants, on n'est pas de la place, puis on nous offre ça. Wow, wow, wow. Alors moi, j'ai vécu pendant plusieurs mois dans une ancienne école abandonnée. Alors oui, j'avais un gymnase à moi toute seule, j'avais une petite bibliothèque à moi toute seule, une petite cafétéria, bref, des tableaux à craie à l'époque. Donc, on remonte dans les années 90 quand même. Le bonheur total pour une petite fille de 8 ans, ça l'était moins pour mes parents, bien évidemment, tu t'en doutes. Et le beau de l'histoire, c'est cette solidarité-là, cette entraide-là que nous a témoigné la communauté de la visitation de Yamaska en nous logeant gratuitement, en venant nous porter, je m'en rappellerai toujours, c'est très marquant dans ma tête, là, les citoyens qui sont venus nous porter des sacs remplis de vêtements, pour moi de jouets aussi, j'avais absolument plus rien, vraiment plus rien. Quand tu dis là, t'es tout nu dans la rue, là, c'était pas mal ça. Donc, moi, ça m'a marqué pour la vie, cette solidarité-là, cette entraide-là qu'une communauté, disons, d'un petit village rural peut témoigner quand des situations comme ça arrivent. Puis c'est pas là le plus grand témoignage de la solidarité. Ce qui m'a encore plus marqué, c'est que, au printemps suivant, quand la neige a fondu, parce que, on rebâtit pas de maison à -30 en plein mois de janvier, bien sûr. Quand la neige a fondu au printemps, mon père a reconstruit, si on veut, notre maison, OK? Et je sais pas si ça dit quelque chose, les corvées de village. À une certaine époque, on avait des corvées, c'est-à-dire qu'on devait offrir tant d'heures, mettons, par mois à la communauté. C'est une pratique qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, mais à la visitation de Yamaska, au milieu des années 90, le maire du village a dit aux hommes retraités, en fait, a donné des corvées aux hommes retraités d'aider mon père à reconstruire notre maison. Donc imagine, là, mon père, à tous les jours, à chaque matin, il y avait plein d'hommes qui arrivaient pour l'aider avec leurs outils en main pour aider mon père à reconstruire la maison. C'est-tu pas beau, ça? Je t'en parle, là, puis j'en ai encore des frissons, tellement ça nous a sauvés. Ça a vraiment... J'ai même plus de mots. J'ai même plus de mots à quel point ça m'a marqué dans ma tête de gamine et ça m'a forgé puis ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Même que souvent, je dis que c'est là que la voisine est née, avec toutes ses valeurs et cet esprit de communauté-là tellement fort, parce que j'ai pu en bénéficier et ça m'a ancré dans cette solidarité-là qui me suit encore aujourd'hui. Donc, tu vois, oui, c'est un moment de ma vie, ce que je viens de te raconter, c'est une épreuve personnelle, mais quand j'en parle, c'est pas pour m'apitoyer sur la perte matérielle ou le choc émotionnel que j'ai vécu. Ce que je veux te montrer à travers cette histoire-là, c'est l'esprit de solidarité, de communauté. C'est cette proximité-là qui s'est manifestée dans un moment très difficile. C'est ça que je veux transmettre, l'idée que dans les moments durs, on n'est jamais vraiment seul. Donc, cette histoire-là parle de l'entraide, des liens qui se forment dans l'adversité, de la résilience qu'on découvre au sein d'une communauté soudée. C'est une histoire qui dépasse mon vécu personnel parce qu'elle renvoie à des valeurs partagées, comme l'entraide et la solidarité que beaucoup recherchent, en particulier dans les petites entreprises locales. Donc, ça fait écho à cet esprit de communauté-là qu'on retrouve dans les villages ruraux, puis qui parle souvent aux entrepreneurs éloignés des grands centres. Et c'est pas étranger que je connecte particulièrement avec les petites entreprises locales, celles qui incarnent cette solidarité des villages ruraux. C'est un souvenir qui résonne chez mes clients parce qu'ils parlent de valeurs partagées. Donc, c'est pas juste mon histoire, c'est une histoire dans laquelle mon audience peut se retrouver, s'inspirer et se connecter. C'est drôle parce que, en te le disant, je viens de me rappeler que dans mon village actuel où j'habite, qui n'est plus la visitation de Yamaska, je suis dans un village de la Mauricie, Saint-Prosper de Champlain, et il y a une histoire similaire, vraiment semblable à la mienne, c'est-à-dire qu'il y a une maison et même une entreprise qui a passé au feu plusieurs années déjà. Ça fait longtemps de ça, ça s'appelait La Bisonnière à l'époque, donc c'est une entreprise avec
l'élevage de bisons. On pouvait aller visiter cette entreprise-là, aller observer les bisons au champ et tout ça. Eux, ils ont passé au feu. C'était des nouveaux arrivants aussi qui avaient acheté cette entreprise-là, puis ils ont passé au feu. Puis il s'est passé exactement la même situation. C'est-à-dire que les habitants de Saint-Prosper de Champlain sont venus vraiment les aider dans tous les aspects de la reconstruction de leur bâtisse. C'est hot pareil. Puis moi, c'est drôle, je le savais pas avant de m'en venir ici. Puis je découvre que cette même solidarité-là, c'est comme si, je sais pas si elle me suit ou si c'est moi qui la suis, mais en tout cas, elle est encore bien présente dans la communauté de mon village. Puis ce travail de distanciation-là est vraiment fondamental. En storytelling, on raconte pas une histoire pour se soulager, ou pour se mettre en avant. On le fait pour faire passer une émotion, une leçon, une inspiration. Ça revient à se demander, qu'est-ce que mon audience va retirer de mon récit? Parce que si on reste vraiment juste centré uniquement sur soi, on risque de perdre l'audience en cours de route. Mais quand on offre une perspective qui les implique, en les touchant dans leur propre vécu, on transforme notre histoire en un outil de connexion et de partage. En résumé, raconter une histoire, c'est pas non plus une séance de thérapie, c'est une invitation. Une invitation pour notre audience à se voir, à s'émouvoir et à repartir avec quelque chose de précieux. Je le répète, le storytelling, c'est comme un miroir. On montre une partie de nous, mais pour que l'audience se voie dedans. Alors, si tu veux que ton storytelling touche, inspire, connecte, il faut absolument que tu évites ces 3 grands pièges-là, puis surtout, trouver cet équilibre délicat-là. D'abord, sur l'authenticité. Donc, être vrai ne signifie pas tout déballer sans filtre. Au contraire, il faut montrer nos vulnérabilités, nos forces, avec un soin qui laisse de la place à l'autre sans créer de malaise. S'il vous plaît. Partager des moments difficiles, oui, mais seulement quand on peut les raconter avec du recul et en tirer une leçon universelle qui résonne avec notre audience. Ensuite, pour que le storytelling ait du poids, il doit être solidement ancré dans nos valeurs, notre why et toutes ces pépites-là qui nous définissent. Donc oui, ça demande un travail d'introspection, de labeur, mais beaucoup de cohérence aussi pour que le résultat en vaille la peine. Quand on construit son récit fondateur, on parvient pas juste à mieux se connaître, mais aussi à raconter une histoire tellement plus significative et engageante qui attire naturellement ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs. Et enfin, même si on raconte notre histoire, le storytelling, c'est jamais complètement centré sur nous. Il doit se transformer en une porte ouverte pour que l'autre puisse entrer, se retrouver, se sentir compris et puiser de l'inspiration. C'est pas... le storytelling, c'est jamais une performance d'ego, ni une simple, je dirais, rétrospective. C'est plutôt un échange, une conversation à 2 sens. Maintenant, je te pose la question. Dans lequel de ces pièges-là es-tu le plus susceptible de tomber? J'aimerais ça si tu pouvais partager ta réponse, que ce soit en story ou en m'écrivant directement. Ça m'intéresse de savoir. Petite annonce avant de se quitter, dans 2 semaines, je reçois Jessica Beillot pour discuter de Human Design puis de comment ton profil influence ta manière de raconter ton histoire. Je sais que c'est un épisode hyper attendu, le Human Design, ça vous intéresse. Donc, même si tu connais pas trop ça, puis tu te demandes, ouais, c'est quoi ça le Human Design, on va vraiment tout démystifier ça, Jessie et moi, et on va aller plus loin même parce qu'on va relier ça au storytelling. J'ai vraiment super hâte de partager cet épisode-là avec vous. Donc, en attendant, je te dis salut, puis à dans 2 semaines! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur, puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.